Welkom terug voor het laatste deel van deze werkgelegenheidsconferentie, waarin we met de sociale partners gaan praten over harmonieuze loopbaaneinden. Dat is het thema dat gekozen is voor deze werkgelegenheidsconferentie. Maar we gaan dat natuurlijk doen tegen de achtergrond van andere uitdagingen die er vandaag ook zijn op de Belgische arbeidsmarkt. Nous aurons donc trois débats avec les partenaires sociaux. Il s'agira de trois débats de chaque fois 40 minutes entre chaque fois deux syndicats, deux organisations patronales. We gaan dus 2 uur in totaal debatteren. Ik ga dat proberen vol te houden. Hier, als je mij ziet eraf donderen, dan ben ik niet meer mee op een bepaald moment. We gaan meteen beginnen met het eerste debat. En daarvoor hebben we uitgenodigd Olivier Valentin de la CGSLB, Anne Léonard de la CSC, Chris Botterman van de Boerenbond en Claude van Ebelen de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Het tweede debat, dat wil ik al even meegeven, begint dan binnen een half uur, 40 minuutjes zeg maar. Daarin zal dan vertegenwoordigd zijn Unizo, de UCM, ABVV en CSC. En het derde debat zal dan starten rond 14:15 ongeveer met de FGTB, de ACLVB, VBO en Unisoc. Bon, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. We moeten de gemiddelde effectieve loopbaanduur verder verhogen door te werken zowel op de start van de loopbaan, tijdens de loopbaan als op het einde van de loopbaan. Dat alleen al om de werkzaamheidsgraad naar 80% te brengen, wat ook een doel is van deze regering. Quels sont selon vous les moyens que nous avons à notre disposition en ce moment ou dans le futur pour augmenter encore la durée effective de la carrière professionnelle et donc maintenir les travailleurs plus âgés au travail? Monsieur Valentin. Oui, alors la question est évidemment très large. Il faut tout d'abord considérer que les 80% doivent être vus comme une orientation à notre sens. Il ne faut pas parler d'une contrainte, il faut que ça soit quelque chose que l'on ait en perspective, mais qui ne soit pas un résultat en soi à atteindre, sinon ça sera relativement difficile à y parvenir. On a vu, je pense, lors des différents groupes de travail, lors des sessions qui ont eu lieu hier, un certain nombre d'éléments. C'est difficile de faire une synthèse de la synthèse, puisque c'était déjà synthétique avec énormément d'éléments. Moi, ce que j'aurais tendance à proposer, c'est d'essayer de se concentrer sur 3 éléments qui m'ont semblé transparaître, ressortir de l'ensemble des travaux, essentiellement des groupes de travail. C'est d'abord un thème sur la manière dont on peut anticiper la fin de carrière. Pour avoir une fin de carrière harmonieuse, il faut avoir une carrière harmonieuse. Les deux sont clairement liés. C'est apparu, je pense, de la part de quasiment tous les intervenants. Ça veut dire une gestion des risques, ça veut dire de tenir compte des éléments de santé, de mettre l'accent, et le groupe de travail sous la présidence de Mme Massard ce matin l'a souligné, faire en sorte que les travailleurs arrivent en bonne santé en fin de carrière, c'est un élément qui est central. La qualité des emplois, les conditions de travail, ça c'est, je dirais, un élément central qu'on voit croiser dans l'ensemble des discussions. Aussi les éléments en rapport avec la formation. La formation permet aussi tous ces éléments d'anticipation pour faire que si l'on veut avoir justement ces fins de carrière qui soient harmonieuses, que l'on ait justement des éléments qui font que la carrière soit elle-même harmonieuse. Et alors on se rend compte aussi qu'il va falloir qu'on a déjà énormément d'instruments, que ces instruments qui existent aujourd'hui, nombre de conventions collectives au sein du Conseil national du travail, et c'est bien de mettre en avant tout ce qu'on a eu l'occasion de faire au niveau du Conseil national du travail. Ces conventions ont le mérite d'exister. Ce matin, Rudy Delarue a souligné le fait que si on comparait par exemple avec les Pays-Bas, on se rend compte que la plupart des choses que les Pays-Bas veulent proposer aujourd'hui existent déjà chez nous. Donc ce sont des éléments positifs, mais c'est clair qu'on doit peut-être faire
l'analyse de ces conventions ensemble, en partenaires sociaux, et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut les améliorer. Et tout ça, ça nous amène évidemment à des solutions qui devront passer par le dialogue social. Alors, un élément parfois souligné aussi, c'est l'importance du dialogue social sectoriel. C'est sans doute le niveau dans lequel on a le plus d'adéquation entre les intérêts convergents d'un certain nombre d'entreprises et les demandes des travailleurs qu'on peut couvrir des grandes entreprises, des plus petites entreprises avec des préoccupations communes. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir à peut-être des propositions concrètes, mais ça c'est, je dirais, une première approche. OK. Peut-être, Madame Léonard, qu'est-ce que vous retenez des conclusions des groupes thématiques de ce matin? Alors, je trouve que la plus grande convergence qui a émané des différents débats dans les groupes de travail, c'est qu'effectivement, une approche étroite des fins de carrière ne fonctionne pas. Et que donc tout le monde s'est accordé sur le fait qu'il faut avoir une approche globale avec une priorité sur la qualité de l'emploi, sur la formation, sur la prévention et la gestion des risques. Je crois que c'est l'élément réellement convergent de tous les groupes de travail et que nous souscrivons aussi. Il me semble, néanmoins, c'est qu'il y a deux balises importantes dès lors qui ont été oubliées ou moins accentuées. C'est que pour nous, effectivement, c'est important de pouvoir se dire que la carrière, la fin de carrière, c'est le résultat de la carrière. Mais donc, il faut se focaliser aussi quand même sur les fins de carrière. Or, les fins de carrière et pouvoir se dire qu'à partir de 55, 60, 65, il faut pouvoir mettre les travailleurs sur des trajectoires de fin de carrière. Concrètement, cela a été moins analysé et débattu dans ces groupes de travail. Et donc, ça mérite, je crois, à mon avis, d'avoir à nouveau un focus. Et puis, l'autre focus qui a été, à mon avis, oublié, c'est le démarrage sur le marché de l'emploi et les jeunes. Et la précarité, alors la précarité des emplois existe malheureusement pour toutes les catégories d'âge, mais pour les jeunes, essentiellement, c'est malheureusement la réalité du monde du travail quand ils démarrent. Ils connaissent une succession de contrats à durée déterminée, de contrats journaliers successifs pendant 2 ou 3 ans, et ce n'est pas l'ambition que nous devons avoir pour des jeunes qui veulent ancrer leur marque sur le marché du travail. L'âge moyen des jeunes qui obtiennent un CDI en Belgique, il est de 27 ans. Avant, sans doute que soit ils n'ont pas la chance de rentrer sur le marché de l'emploi, soit ils cumulent des travails précaires. Et donc ça doit être, à mon avis, un élément important et qui a manqué dans les débats hier. Et je ne sous-estime pas, par ailleurs, le travail qui a été effectué dans les groupes de travail. C'est effectivement important de pouvoir travailler sur l'ensemble de la carrière. Voilà. Oké, merci. Meneer Botterman, als we het hebben over de effectieve loopbaan verlengen van mensen, is dat een uitdaging die groter is in de landbouwsector dan misschien in andere sectoren? Het is ook een uitdaging bij ons, maar ik denk dat wij daar geprobeerd hebben wat antwoorden op te geven, zowel aan het begin van de loopbaan, tijdens de loopbaan en ook op het einde. Ik verklaar mij nader. Er is gesproken dikwijls dat er een grote mismatch is, dat er veel vacatures zijn in bepaalde sectoren, ook bij ons. Maar het gaat niet altijd over beroepen waar zeer moeilijke of zware arbeidsomstandigheden zijn. Het kan ook gaan over zeer eenvoudig handwerk. En ook daar hebben wij onvoldoende kandidaten. Ik denk dat daar oplossingen zijn in bepaalde sectoren door meer en meer in te zetten op duaal leren. En dat jongeren die het niet zien zitten om tot 18 of langer naar school te gaan, dat die bijvoorbeeld deeltijds reeds ervaring kunnen opdoen in een onderneming. En wij constateren dat dan ook vaak die jongeren in die onderneming ook werknemer worden. Dus dat is denk ik belangrijk aan de start van de loopbaan. Kan men vroeg beginnen, is ook al denk ik de loopbaan goed opgestart. Tweede element, tijdens de loopbaan is het enorm belangrijk om in te zetten op vorming. Er is ook gebleken gisteren uit de cijfers
dat de groep van boven de 50, 55 jaar in vorming afhaakt. Dus oké, we hebben ook heel wat ongescholden bij ons actief in onze sectoren, in onze ondernemingen. Maar vorming hoeft ook niet altijd vorming te zijn op de schoolbanken. Wij moeten denk ik meer inzetten op vorming, praktijkgerichte vorming. Ja. Vormingen zelfs in de ondernemingen zelf, dus dat doen wij meer en meer. Dat er nieuwe technieken, nieuwe apparatuur, nieuwe machines enzovoort worden toegelicht op de werkvloer. En dat ook oudere mensen daaraan deelnemen. Dus is denk ik enorm belangrijk tijdens de loopbaan. En dan het derde element. Wat kan men doen om effectief de loopbaan ook te verlengen aan het einde van de loopbaan? Dus niet enkel vroeg starten, maar ook aan het einde van de loopbaan. Dat is proberen te kijken, wat kan men daar doen om bijvoorbeeld, ja, dat is in ons systeem denk ik op vandaag wat moeilijker, dat mensen gemakkelijker zouden kunnen van job veranderen. Dat er meer mobiliteit kan komen, dat iemand in een andere sector actief zou kunnen worden, een lichtere job zou kunnen doen of zelfs zelfstandiger kan worden. Ja. Dus ik denk dat ook daar heel wat mogelijkheden zijn. En we hebben nu, denk ik, op het einde van de loopbaan, maar ook in het algemeen, als men een arbeidscontract wil veranderen en daar een andere inhoud aan geven of iemand de mogelijkheid wil bieden om eventueel in een andere sector te werken, dat is te rigide. Dat zou denk ik iets soepeler moeten kunnen en in het belang van die werknemer, maar ook in het belang van die werkgever. En ja, wij proberen daarop te werken en ik denk dat ook in andere sectoren gebeurt, maar het reglementair systeem, denk ik, zou daar nog beter kunnen. Dat is inderdaad iets wat in de werkgroepen naar voren kwam. Hè? Die mobiliteit die zou moeten vergroot worden tussen sectoren onderling. En u zegt ook, in onze sector moet dat mogelijk zijn. Wij proberen eraan te werken, zegt u. Kan u eens een concreet voorbeeld geven van hoe je dat doet? Ja, een zeer concreet voorbeeld is wanneer bijvoorbeeld een werknemer in de land- of tuinbouwsector het niet meer aan kan of moeilijkheden ondervindt om het langer vol te houden, hebben wij een systeem van opleiding die iemand kan volgen om zich te herscholen om bijvoorbeeld te werken in de voeding. Dus dat wordt gratis geregeld, dat iemand een opleiding kan volgen, ook al gaat hij weg. Dat doen wij ook voor werkzoekenden. Dus met andere woorden, dat eigenlijk een soort heroriëntatie in de sector bekostigd wordt om iemand nog een toekomst te geven. Oké. Ziet u? Ja, een best practice is dat, denk ik. Hè. Madame Van Hemelen, peut-être, quels sont pour vous les défis spécifiques pour le secteur de l'agriculture quand on parle de l'intégration de tous les travailleurs et de les maintenir sur le job aussi longtemps que possible? Mais disons que je pense qu'effectivement, l'objectif d'augmenter la carrière le plus longtemps possible, effectivement, c'est un but général, mais qui doit être décliné secteur par secteur, ça c'est bien sûr, et chaque secteur a des spécificités bien particulières. C'est notamment le cas dans les secteurs agricoles et horticoles. Voilà, ce sont des métiers qui sont assez durs physiquement pour un bon nombre d'entre eux. Pour certains autres, on a pu améliorer les choses. Donc voilà, chaque situation est assez particulière et je pense que toutes ces questions doivent être notamment réglées en partie par la concertation sectorielle. OK. Monsieur Valentin, Madame Léonard, est-ce que vous souhaitez plus de possibilités en ce qui concerne crédit temps pour les travailleurs âgés? Donc, notamment, par exemple, pour suivre des formations. Notamment. Donc, je crois qu'il faut pouvoir ancrer effectivement les crédits temps de fin de carrière comme perspective durable pour les travailleurs âgés. Je voudrais revenir aussi à un aspect qui a été abordé aussi, c'est pouvoir aussi mieux ancrer dans la réalité aussi des hommes et des femmes pour une meilleure combinaison vie professionnelle et vie familiale, les crédits temps aussi, ou congés thématiques. Je crois que c'est important aussi et que ça pourra avoir des effets positifs sur la carrière et sur la carrière des femmes en particulier. Il y avait récemment des chercheurs chez Dulbea qui démontraient que le congé de paternité avait eu à terme des effets positifs sur la reprise du travail plus rapide des femmes et sur la diminution de des durées d'incapacité de travail dues au fait que les femmes sont encore celles qui, dans un ménage, prennent en charge une partie importante des charges familiales. Et donc pouvoir, dès le démarrage, mettre de bons dispositifs en place qui permettent
permettre aux hommes et aux femmes de prendre de bonnes habitudes, c'est important et ça permet aussi de créer un taux d'emploi positif pour l'émancipation des femmes sur le marché du travail. Donc des créditants ancrés, durables, donnant des perspectives à la fois sur les fins de carrière, mais également bien pensés pour les femmes et la meilleure combinaison vie privée et vie professionnelle. Madame Van Hemelen, vous êtes de la même idée? Oui, tout à fait. Oui? Oui, oui. OK. Oui, je pense que, disons que dans nos secteurs agricoles et horticoles, on a une majorité d'hommes qui travaillent, mais il y a quand même un certain nombre de femmes dans certains secteurs. On est à, je dirais, 1/3, 2/3 à peu près. Dans certains secteurs, beaucoup moins, parce que c'est vraiment des métiers extrêmement physiques et donc c'est plus rare d'avoir des femmes. Mais je pense qu'effectivement, tout ce qui peut aider les femmes à avoir une carrière plus harmonieus est important. Ja, in Botterman verbaast mij een beetje dat werkgevers ook zo'n grote voorstander zijn van tijdkrediet. Well, ik denk dat we misschien ook een andere opdracht in de toekomst misschien moeten proberen waar te maken. Er is ook deze morgen en in de voorbije dagen gesproken over het feit dat vrouwen die systemen meer opnemen dan mannen, dat daardoor hun loopbaan eigenlijk niet zo lang kan zijn als die van hun partner en dat zij meer zorgtaken op zich nemen. Maar misschien moeten we ook proberen om het systeem dat nu bestaat van tijdskrediet te herbekijken. Wat rationeler te maken, wat efficiënter te maken. Dus in de loop van de jaren zijn er veel zaken ook bijgebouwd. Dus dat harmonieuzer maken, rationeler maken. Maar ook ervoor te zorgen dat niet de taken eigenlijk op de schouders van één van de partners komen. Dat het beter verdeeld wordt. Is denk ik ook een manier om de loopbanen evenwichtiger te maken tussen de beide partners. Dat is misschien ook een opdracht. We hebben het ook gemerkt, dus men heeft een aantal zorgsystemen ook meer en meer uitgebreid voor mannen nu, ouderschapsverlof. Wel nu, misschien kan ook in de toekomst de systemen die overblijven, we moeten ze niet inperken, maar ik denk rationeler maken, efficiënter maken, ook gelijker verdelen, zal er kunnen toe leiden dat de loopbanen van mannen en vrouwen misschien even lang of in dezelfde orde van grootte kunnen komen in de toekomst. Dat is denk ik ook een opdracht die we moeten proberen in de komende periode op te nemen. Monsieur Valentin? Oui, par rapport aux créditants, effectivement, en fin de carrière, c'est un des éléments, une des clés pour justement permettre aux travailleurs de rester un peu plus longtemps au travail. Ce qui est aussi frappant de remarquer, on parlait de la question du genre aussi par rapport à la prise de créditants en fin de carrière. On se rend compte que ce sont essentiellement des hommes qui prennent du créditant en 4/5e pour des conditions aussi des conditions de carrière permettant d'accéder au créditant. Donc c'est aussi important d'avoir ce gender mainstreaming lorsqu'on éventuellement réévalue les conditions d'accès au créditant en fin de carrière, justement pour ne pas avoir un frein supplémentaire par rapport à des femmes souhaitant accéder aussi à ce créditant de fin de carrière, mais qui n'y arrivent pas en raison d'une carrière qui est un peu plus morcelée et qui ne leur permet pas justement d'avoir la condition de carrière pour pouvoir accéder au créditant. Et on parlait aussi du lien entre le créditant et la formation. C'est effectivement un élément important si l'on veut intégrer les questions en rapport avec la mobilité ou l'adaptation à partir d'un certain moment en termes de travail ou de souhait de se réorienter. C'est ici important d'augmenter le créditant pour motif de formation. Aujourd'hui, il est limité, je pense, à 36 mois dans cette hypothèse. Ça serait intéressant de l'aligner sur une durée de formation un peu plus longue pour pouvoir justement réorienter vers des formations plus complètes, donc de passer à 48 mois. Monsieur Botterman, on a parlé déjà. Vous trouvez qu'il est important d'utiliser les compétences acquises par les travailleurs âgés pour la formation des jeunes travailleurs, le coaching, le mentorship. Comment est-ce qu'on peut promouvoir cela? Ik denk dat het belangrijk is in ondernemingen dat oudere werknemers die een zekere ervaring hebben, dat die kan gedeeld worden en kan worden overgedragen naar de nieuwe generatie. Hoe kan men dat doen? Wel, het is denk ik een opdracht van iedereen te kijken hoe kunnen we oudere werknemers ook langer in de ondernemingen houden. Ik denk ondernemingen met iets meer personeel doen dat denk ik nu al, dat men probeert dan oudere werknemers een stuk van de handenarbeid of andere taken vrij te stellen en dat die een soort tutor worden, peter worden of meter worden van jongere werknemers die aan de onderneming aankomen. Wat we ook zien, dat is in bepaalde meer geschoolde of meer technische jobs, dat ook de informatie door de ouderen wordt overgedragen naar de jongeren. Dus ik denk dat daar zeker mogelijkheden zijn.
Maar ook daar, ja, kennisoverdracht is natuurlijk, kan in de onderneming zelf gebeuren. Maar kennisoverdracht is ook belangrijk, het is hier aangehaald, door vormingssystemen nog te verbeteren. En ook daar, denk ik, kan men ook werknemers daarvoor inschakelen. Hè. Dat bijvoorbeeld bepaalde opleidingen die voorzien worden niet noodzakelijk door externen moeten gegeven worden, maar dat ook de oudere werknemers via een of ander systeem van vorming in de onderneming zelf de kennisoverdracht kunnen doen naar de jongere werknemers. We hebben daarom, om nog een voorbeeld te noemen, dat kan misschien ook nuttig zijn voor de toekomst, voor goede voorbeelden. We hebben in onze sectoren de drempel geprobeerd zeer laag te houden. We werken met veel kleinere familiale ondernemingen, we hebben ook grotere ondernemingen. Bij ons wordt de loonkosten aan de onderneming integraal terugbetaald. Dus met andere woorden, de werkgever heeft geen enkele reden om een vorming van een werknemer te weigeren. Want hij weet, als een werknemer een vorming wil volgen, oké, als dat ook kan, de werkgever laat het ook meestal toe, maar de loonkost wordt aan de werkgever voor 100% terugbetaald. En we zien dan ook dat in sommige deelsectoren komen wij aan bijna 30% van de werknemers per jaar die aan vormingen deelnemen. En dus daar is die kennisoverdracht een belangrijk onderdeel van, maar ook nieuwe technieken enzovoort. En dat is denk ik wel belangrijk om ook gebruik te maken van de kennis van die oudere werknemers. Ja, dus, informeel en ook formeel. Ja, dus bijvoorbeeld een afdwingbaar recht op 5 dagen opleiding per jaar voor elke werknemer, dat is iets dat voor u zeker kan? Ja, zeker kan. Ik ben niet zo voor afdwingbare rechten. Ik denk dat we ook moeten kijken, het moet organiseerbaar zijn in kleine en middelgrote ondernemingen. Ja. In ondernemingen waar het voornamelijk handenarbeid is, kan men zich ook de vraag stellen, oké, 5 dagen, is dat wel echt nodig? Ik denk dat we moeten eerder het positief bekijken, dat we moeten in ondernemingen en sectoren een cultuur van vorming proberen laten we zeggen, te laten aanvaarden en dat vorming normaal is, dat vorming kan gevolgd worden, dat dat positief ook wordt, laten we zeggen, gepercipeerd. Maar ook dat bijvoorbeeld, wat we ook soms zien, en bij ons is het nu mogelijk om vormingen te volgen. Wij zien ook dat inderdaad ook in onze sectoren waar het gratis is, dat ook bepaalde groepen van boven de 50, 55 jaar dat liever niet doen. Dus dat die dan eerder opteren om dagen vrij af te kunnen krijgen. Waar wij dan zeggen nee, er is nieuwe mechanisatie, het zijn nieuwe technieken, het is ergonomie, het is coaching van jonge werknemers. Iemand die boven de 55 is, kan dat ook volgen, dat is aangepast aan zijn leeftijd. Dus wij zijn niet zozeer voorstander van elk een recht van 5 dagen, maar we zijn wel voorstander van meer vorming en een cultuur waar vorming aanvaard wordt. Ja, ziet je? Dus meer op globaal of overkoepelend niveau, Madame Van Hemelen. Oui, je suis tout à fait de ce même avis. Je pense qu'on fait beaucoup d'efforts dans le secteur justement pour inciter les entreprises à faire suivre des formations à leur personnel. Et le système fonctionne assez bien justement. Bon, c'est peut-être aussi une particularité de notre secteur où on a des périodes dans l'année qui sont moins actives. Et donc, ces périodes-là sont de préférence utilisées justement pour que le personnel puisse suivre des formations. Vous parlez justement de périodes moins actives. Comment faire en sorte que les formes atypiques de contrat, qui sont souvent utilisées aussi dans le secteur de l'agriculture, soient limitées au cas où elles sont vraiment nécessaires. Par exemple, les contrats à la journée n'offrent pas beaucoup de sécurité aux travailleurs, empêchent les investissements dans la formation. Comment éviter qu'elles soient utilisées où elles ne sont pas vraiment nécessaires, peut-être? Madame Van Hemelen. Il y a des gens qui disent, par exemple, je ne sais pas ce qu'en pense M. Valentin ou Madame Léonard, qu'il faut parler d'une augmentation des cotisations sociales pour ces contrats-là. C'est un sujet tout à fait particulier au secteur horticole, même plus qu'en agriculture. Okay. Donc voilà, il n'existe pas d'horticulture sans travail saisonnier, c'est impossible. Pour citer un chiffre, on a plus de 60 000 saisonniers par an nécessaires en Belgique pour travailler en horticulture et on a 12 000 travailleurs réguliers dans le secteur horticole. Vous voyez la différence. Et on ne sait pas remplacer Donc vous ces dites, saisonniers. si on utilise ces contrats-là, c'est parce qu'ils sont absolument nécessaires. C'est absolument nécessaire, c'est inhérent à l'activité horticole.
Donc si on veut mettre trop de pression sur ce genre de contrat, ben, on supprimera l'activité horticole dans notre pays. Bon, je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne chose. Madame Léonard. J'ai juste une réflexion, et tu me compléteras certainement, Olivier. J'ai juste une réflexion parce qu'effectivement, ici, on montre qu'il y a finalement déjà beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses qui se mettent en place dans les secteurs en matière de formation, en matière de prévention des risques. Et tout cela, c'est le résultat de la concertation sociale. Je crois que ça a été évoqué ce matin, de toute l'importance de la sécurité sociale, aussi au niveau sectoriel et au niveau des réalités de l'entreprise, tenant compte aussi de la taille des entreprises. On a parlé que les PME ont peut-être des besoins différents. Et donc, tant en termes de formation qu'en utilisation et gestion des contrats, je crois que dans un cadre qui est fixé, que les secteurs et que les entreprises, en concertation sociale avec les délégations, avec le comité prévention, sécurité, savent avancer très concrètement sur ces éléments-là et qu'il faut laisser aussi la main sur la bonne gestion des partenaires sociaux de ces besoins spécifiques. Je voulais quand même revenir à un élément, et là je m'écarte finalement, mais c'est plus en lien avec votre question sur les cotisations sociales. Je crois qu'on ne doit pas se tromper non plus du cadre dans lequel nous sommes ici et que nous menons les débats. Nous menons les débats pour une augmentation du taux d'emploi. Mais évidemment, c'est pour avoir un effet retour sur la société, sur les recettes de l'État et sur le financement de la sécurité sociale. Et donc, ces dernières décennies, il y a eu énormément de contrats qui ont été partiellement ou complètement exonérés de cotisations sociales. Et si nous voulons réellement investir durablement dans des politiques ambitieuses sur le marché de l'emploi, je crois qu'il faudra avoir aussi entre nous cette discussion sur le financement de la sécurité sociale et sur le fait que l'on doive de nouveau remettre des contrats et des avantages qui financent cette sécurité sociale. Mais je crois qu'Olivier oui, c'est tout à fait d'accord avec le principe. Pour revenir sur l'élément de question, sur de dire, tiens, parce qu'on travaille sur la qualité d'emploi, on regarde les contrats, on voudrait qu'il y ait moins de contrats précaires, moins de contrats à durée déterminée, de temps partiel involontaire, de contrats de travail intérimaire, et pour permettre aussi de tenir compte de la réflexion de Madame par rapport au secteur horticole, nous avons une réflexion à propos de ce qu'on pourrait considérer comme étant des ratios sociaux. On pourrait avoir, et justement au niveau du secteur, avoir une base de comparaison, en quelque sorte une moyenne de référence qui serait établie au niveau du secteur, dans lequel on dit qu'est-ce qui est considéré comme normal pour pouvoir faire fonctionner l'activité comme volume de contrats de type précaire, comme recours à l'intérimaire, comme au travail intérimaire, comme recours au contrat à durée déterminée. Et en fonction de ça, en fonction du comportement de l'entreprise individuellement au sein de ce secteur, d'avoir une variation en termes de cotisation sociale. Une entreprise qui clairement fait un effort par rapport au nombre de contrats précaires dans son entreprise en benchmarking avec le secteur pourrait se voir d'une certaine manière récompensée. Par contre, une entreprise qui ne fait pas d'efforts pourrait se voir, je n'aime pas le terme sanctionner, mais se voir imposer un peu plus un niveau un peu plus élevé de cotisation sociale. Ça permet de créer, enfin c'est l'idée au départ, c'est pas facile à mettre en œuvre, c'est clair, mais ça permet de créer een certaine... Ik ga meneer Botterman ook laten reageren, want dat lijkt me een systeem dat... Enfin, u mag zelf zeggen wat u daarvan denkt. Ik zou daar toch iets willen over zeggen. Allee, u mocht ook niet denken dat... Oké, we spreken nu over korte contracten, onder meer seizoenarbeid enzovoort, studentenarbeid. Ja, ondernemingen gebruiken het ook niet zomaar omdat ze dat graag doen. Ik geef nu een klein voorbeeld, recht uit de praktijk. Jullie hebben allemaal gelezen in de kranten en in de media dat de fruitpluk, de perenpluk is begonnen afgelopen zaterdag. Dus maandag, zaterdag, dus 5, 6 september.
Wel nu, de conferentie, dus de meest gekende peer die we hebben in België, Nederland, Noord-Frankrijk, kan enkel geteeld worden in deze regio. Die moet geplukt worden op 5 weken tijd. Hè. Dus we hebben ondernemingen, familiale ondernemingen met 50, 60 hectare peren. Wel nu, die kunnen niet anders dan enkel seizoenwerknemers inzetten. Die hebben geen vaste werknemers. Grotere ondernemingen die 100, 200 hectare hebben ook vaste werknemers. Maar ik wil maar zeggen, het aantal werknemers is afhankelijk van de opbrengst, de grootte van het bedrijf. Dus, en plus bovendien, nog een element dat ik ook wil aanhalen. Ik ben volledig akkoord, sociale zekerheid moet betaalbaar blijven en is een debat dat belangrijk is. Maar u moet ook niet vergeten dat in bepaalde sectoren, ik noem nu onder meer de land- en tuinbouw, onze bedrijven zien hun kosten stijgen. Lonen hebben wij nu berekend, worden op 1 januari 2022 geïndexeerd met 2,5%. Grondstoffen stijgen, energie stijgt enzovoort. Maar onze ondernemingen hebben geen vat op de prijs van hun product. De prijs van groenten en fruit wordt gevormd op de Europese markt, op de wereldmarkt. Dus vandaar, wij starten nu met de sociale onderhandelingen einde van deze week. Dus wij moeten iedere keer dat spanningsveld goed in het oog houden. Oké, we weten ook, als wij willen aantrekkelijk blijven voor vaste werknemers, moeten wij dezelfde evolutie volgen als de andere sectoren, een tweede pensioenpijler, vorming. Maar natuurlijk, ja, dus die kosten enzovoort zijn daar. En vandaar dat we ook altijd moeten rekening houden met de economische mogelijkheden. Dat is ook de reden dat dat statuut van die seizoenwerknemers iets minder voordelig is. Maar dat heeft te maken met de moeilijkheden dat de prijsvorming hebben ons bedrijven niet in de hand. Ziet je? Heel specifieke situatie. Une autre question est comment promouvoir le recrutement de travailleurs plus âgés, en particulier victimes de restructuration. Dans ce cadre-là, Madame Krevits, la ministre de l'Emploi en Flandre, a proposé hier d'obliger les employeurs à faire une offre aux travailleurs pour une reconversion professionnelle lors d'une restructuration. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, Madame Van Hemelen? Disons que voilà, ici, c'est une proposition qui a été faite en Flandre. On n'a pas eu la même proposition. Mais on peut en parler quand même dans le cadre de cette thématique. Disons que d'une manière générale, je ne suis pas toujours pour le fait d'obliger les choses. Nous avons beaucoup de... Comment dire? On fait beaucoup d'efforts au niveau justement du secteur pour faire des choses qui incitent plutôt les gens à aller dans une certaine direction plutôt que de mettre des choses obligatoires. U wou iets zeggen, meneer Potter? Nee, maar ik zou enkel daar willen aan toevoegen dat we het ook op een positieve manier zouden kunnen bekijken. Er is ooit een debat geweest. U spreekt nu over herstructurering, maar kunnen het ook ruimer bekijken bij een ontslag. Kunnen we niet een stuk van de vergoeding of van de periode die bij ontslag wordt uitbetaald gebruiken om iemand te heroriënteren? Dat is ook een debat. We spreken over mensen, een onderneming moet saneren. Jammer genoeg gebeurt dat. Of een bedrijf moet afscheid nemen van een aantal werknemers. In plaats van dat passief te laten gebeuren en dat die werknemers dat ondergaan en dan geen nieuwe job meer vinden, zou men het ook positief kunnen bekijken en een stuk van die vergoeding of van die periode gebruiken, activeren. Dus de werkgever betaalt toch die opzegtermijn. Wel nu, laat ons dat dan gebruiken om die werknemers te leiden naar een andere job of om zelfstandiger te worden, wat dan ook. Maar dan wordt die periode tenminste gebruikt met een positief doel dat die werknemer nadien ook nog een mogelijkheid krijgt. Dus dat is denk ik wel een goed idee. Madame Léonard, is het een bonne idee? Je trouve que cela dénote alors, parce qu'ici on est en plus sur le débat d'entreprises en restructuration, en difficulté, et cela dénote, à mon avis, d'un manque d'anticipation de la part du management. Pourquoi est-ce que... Si c'est le cas, est-ce une bonne idée d'obliger les gens d'utiliser une partie de leur indemnité de licenciement pour une formation? Et donc, pour moi, il y a un manque d'anticipation, très clairement. Il y a un manque d'anticipation. Il y a déjà des mesures qui existent et qui permettent de se réorienter. Il me semble qu'il faudrait d'abord les évaluer et qu'effectivement, on est de nouveau alors dans une logique d'activation, de répression, de se dire au moins on ne passe pas par la case chômage, plutôt que de stimuler pour pouvoir anticipativement réorienter les travailleurs qui pourraient être impactés.
Il y a deux éléments dans la question. Il y a le premier élément qui concerne effectivement, est-ce que dans une entreprise, lors d'une restructuration, on doit faire une proposition de fonction alternative. Je pense que c'est quelque chose qui, dans les restructurations qui se passent avec une concertation au niveau de la restructuration, c'est quelque chose qui est, à mon avis, systématiquement envisagé. On essaye de trouver des alternatives à l'intérieur de l'entreprise. Et comme Anne l'a souligné, je pense que celle-là, c'est vraiment important d'essayer au maximum d'anticiper. Si une entreprise, en termes stratégiques, sent qu'elle va rentrer dans une phase relativement difficile, si elle anticipe déjà un petit peu, à condition qu'elle puisse, évidemment, parce qu'on n'est pas maître de l'ensemble enfin, l'entreprise n'est pas maîtresse de l'ensemble du schéma, d'anticiper et de justement déjà peut-être former un certain nombre de travailleurs pour les réorienter vers d'autres éléments. La deuxième question, de savoir si on peut utiliser une partie de l'indemnité de rupture pour financer de la formation, je pense que ça n'est pas destiné à cet élément-là. L'indemnité de rupture, d'une certaine manière, est quelque chose qui doit compenser la rupture du contrat de travail. Donc c'est, à mon avis, deux choses qui sont différentes. Et la meilleure solution pour le travailleur n'est pas d'aller directement vers un autre job? Si, bien entendu. Il y a des éléments concrets. Par exemple, M. Botterman a fait référence au fait que le fonds sectoriel du secteur propose aux travailleurs licenciés un certain nombre de possibilités de réorientation. Ce n'est pas le seul secteur qui le propose. Il y a d'autres secteurs, comme je prendrai par exemple le secteur de l'alimentation, qui propose ça aussi systématiquement aux travailleurs licenciés, de pouvoir suivre une autre formation en termes de réorientation. Et le fonds sectoriel arrive au mieux à déterminer quelles sont les opportunités, quels sont les besoins au niveau du secteur et peut-être au-delà des secteurs. Donc c'était effectivement important de réorienter le plus rapidement possible vers un autre job, mais ce n'est pas de la responsabilité, enfin comment dire, ça ne doit pas être financé par la part qui normalement revient aux travailleurs. Meneer Botterman. Ik zou misschien 3 zaken zeer kort willen opmerken bij wat hier gezegd wordt. Het is niet altijd zo, denk ik, dat een faling of een herstructurering de schuld is van het management. Als we nu kijken met corona bijvoorbeeld, dat was overmacht voor iedereen. Ik denk dat er altijd falingen zijn en ondernemingen die in moeilijkheden komen door een verandering van de economie. We hebben nu de energietransitie, we gaan naar fossiele brandstoffen gaan afnemen, we gaan naar andere manieren van brandstofverbruik enzovoort. Dus dat is niet altijd de schuld van het management. Ten tweede, als het onverwachts komt, is het ook niet altijd mogelijk om te anticiperen. Hans, die coronaperiode, wie had dat kunnen voorzien? Een jaar geleden niemand. En daarom denk ik inderdaad, en dat is iets wat we denk ik in de komende periode nog moeten bekijken, dat u zegt ja, een verbrekingsvergoeding is eigenlijk dus de prijs omdat het contract beëindigd wordt. Ik denk dat het 10 keer belangrijker is dat op het einde van die periode waarop die vergoeding betrekking heeft, dat die werknemer een nieuwe job kan hebben. Veel liever dat dan hij met de centen thuis zit en geen werk meer heeft. Dus ik zou zeggen, laten we toch proberen om dat op een actieve manier in te zetten, met vorming en de middelen gebruiken om de werknemer een valabele job opnieuw te geven. Ja. Het zijn 3 bemerkingen die ik wil maken bij dit. Laatste vraag. Uit de werkgroepen van vanochtend zijn verschillende conclusies gekomen, maar er zijn een aantal conclusies uit die verschillende werkgroepen die zeer congruent waren. Ik begrijp dat daaruit naar boven kwam dat de sociale partners eigenlijk akkoord gingen over het feit dat er wel bereidheid was om samen na te denken over een hervorming van de verlofstelsels, omdat dat nodig is. Aussi une politique de prévention tout au long de la carrière pour éviter que les travailleurs décrochent. Sur quoi est-ce que les partenaires sociaux peuvent-ils s'engager ensemble? Y a-t-il de la place pour un accord majeur visant à augmenter le taux d'emploi des personnes de plus de 55 ans, Madame Van Hemelen? Mais je crois qu'augmenter le taux d'emploi est, à mon avis, une priorité, un objectif de tous. Je ne vais pas me fixer sur les 80%, mais ça doit être pour moi une orientation de pouvoir augmenter le taux d'emploi, que ce soit des plus de 55 ans ou de manière générale. La manière dont on va le faire, les politiques que l'on va mener, que l'on va mettre en place, ça c'est du ressort effectivement des partenaires sociaux et on doit le faire de manière ambitieuse
ambitieuse, de manière innovatrice. Je vous entendais dire qu'il fallait pouvoir repenser les systèmes de congés, mais c'est repenser à partir de la réalité du marché du travail, à partir de la situation des travailleurs. Ce n'est pas repartir de ce qui existe et comment est-ce qu'on va remélanger tout ça et rebattre les cartes. C'est réellement partir de la réalité de notre ambition et de pouvoir repenser les choses tenant compte de cette perspective. Monsieur Valentin ? Oui, dans le même sens, je pense que la clé sera d'abord faire, et je pense qu'on l'a parcouru ce matin aussi, enfin dans la synthèse des groupes de travail d'hier après-midi, de faire l'analyse des différents instruments juridiques dont on dispose. Nous avons énormément de conventions collectives interprofessionnelles, mais aussi sectorielles, qui sont en partie adaptées à justement voir comment est-ce qu'on peut contribuer à augmenter le taux d'emploi, comme Anne l'a souligné, pour l'ensemble de la carrière, pas exclusivement pour les 55+. Faire cette analyse et voir ensemble les partenaires sociaux, qu'est-ce qu'on peut apporter, améliorer comme élément en termes de convention collective. Je pense on a les clés au niveau interprofessionnel et au niveau sectoriel. Madame Van Hemelen ? Oui, je dirais que pour pouvoir améliorer l'emploi dans notre secteur, une des choses importantes, c'est que les entreprises elles-mêmes se portent le mieux possible. Et donc, voilà, ça dépend aussi dans les secteurs comme l'agriculture, l'horticulture, on dépend effectivement de tas d'autres conditions, notamment extérieures à la Belgique. Et donc, tout ça doit faire en sorte que, finalement, les entreprises puissent continuer à vivre. Les employeurs doivent eux-mêmes pouvoir gagner leur vie correctement avant de pouvoir songer à encore développer l'emploi. Meneer Botterman. Ja, voor u nog eens de laatste vraag. Ik ga u het laatste woord geven. Is er een sociaal akkoord mogelijk over een aantal aspecten die hier vandaag en gisteren ter sprake kwamen? Ik heb geen glazen bol natuurlijk, maar een akkoord zou zeker wenselijk zijn. Maar als er een onderhandeling zou plaatsvinden over de thema's die hier de afgelopen 24, 48 uur aan bod zijn gekomen, denk ik dat het toch wel belangrijk is dat we al die aspecten van zo vroeg mogelijk de loopbaan, dat mensen kunnen opstarten zo snel als mogelijk. Ik heb gisteren ook het voorbeeld aangehaald. In de Brusselse regio zijn er heel wat jonge werklozen. Men spreekt ook vaak problemen van opvang enzovoort. Van jongeren, min 25-jarigen in de Brusselse regio. Stedelijke centra hebben die problemen niet. Maar toch stellen wij vast dat vacatures die we hebben dichtbij, dat die niet visibel zijn. Dus er is wel degelijk een mismatch. Dat moeten we denk ik proberen te organiseren. Dus dat men zo vlug mogelijk in die loopbaan kan starten als loontrekkende of als zelfstandige. Tijdens die loopbaan, misschien 2 elementen. We hebben over vorming gesproken, praktijkgerichte vorming. Ik denk ook preventie. Is nood aan preventie, maar ook daar zou ik een oproep willen doen dat preventie ook moet rekening houden met de specifieke situatie van KMO's. Dus kleine, middelgrote ondernemingen verdienen, denk ik, hebben een andere benadering nodig dan grote entiteiten. En op het einde van de loopbaan denk ik dat we voornamelijk, en ook tijdens de loopbaan, moeten kijken als mensen het niet meer aankunnen of uitvallen, probeer hen zo snel mogelijk te begeleiden naar een andere job, via activering, via dus een herbekijken van de ontslagprocedures op vandaag, vergoedingen ook. En dus, ook de verlofsystemen kunnen daar een rol in spelen, maar daar wil ik misschien nog 1 zaak over zeggen. We hebben gesproken over het rationaliseren, het herbekijken. Maar we zouden denk ik misschien ook samen een oproep moeten doen als sociale partners aan de overheid. Heel wat van die systemen die nu bestaan zijn het resultaat van overleg in de Nationale Arbeidsraad. Maar we zien ook dat hier en daar dan toch links en rechts initiatieven worden genomen in het parlement die wat wij hebben afgesproken doorkruisen. Dus ik denk dat iemand toch min of meer het geheel in evenwicht zou moeten kunnen houden. En als anderen ideeën hebben wat zou kunnen verbeterd worden, dat het altijd passeert via de sociale partners. Dat zou ook kunnen helpen om het overzicht en de evenwichten die daarin zitten ook een stuk te kunnen behouden. Maar de sociale partners hebben niet altijd dezelfde belangen als de regering natuurlijk op zich. Dat is iets wat meespeelt. Maar de sociale partners als we kijken naar de schatkist alleen al. Maar die blijven langere tijd, denk ik, functioneren dan de politiek. Laat dat een goede conclusie zijn van dit debat. Merci beaucoup, monsieur Valentin, madame Léonard, meneer Botterman
En madame Van Emelen, merci beaucoup. We gaan hier even de tijd nemen om de desk te cleanen, schoon te maken, coronaproof weer helemaal te maken. En meneer Botterman had het daarnet over de kleine ondernemingen, voor wie een en ander toch wat moeilijker is. Die komen zeker aan bod nu in het volgende debat. Dus ik ga de volgende mensen laten plaatsnemen en ondertussen ga ik ook heel even drinken.